Donc bonjour. Moi, je vais vous parler résilience un petit peu aujourd'hui. Alors, c'est vrai que notre projet est assez technique avec plein de fonctionnalités, donc c'est très dur de faire 10 minutes. Ce que je propose, en gros, c'est de parler un peu de la problématique qu'on cherche à résoudre, comment on a analysé cette problématique, qu'est-ce qu'on propose comme solution, prendre un petit temps de questions. Comme ça, si vous avez des questions techniques, on peut y répondre. Et de toute façon, on est sur notre stand et on peut passer le temps que vous voulez à pousser les sujets techniques aussi loin que vous voulez, quoi. Donc, parlons de résilience cloud. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait comme constat, c'est que le cloud est résilient. Le cloud, de façon générale, on sait construire des infrastructures haute dispo, on sait spawn, despawn, on sait scaler. Toutes ces choses-là, en fait, c'est un sujet maîtrisé. C'est plus un problème aujourd'hui. Le cloud, il est résilient par défaut parce qu'on a la reproducibilité et on a de l'infra as code, ce qui permet de versionner aussi ce qu'on fait et d'être toujours dans un contexte de maîtrise. Du coup, voilà, l'infrastructure est devenue du code. Là où ça fait défaut, c'est que ça porte généralement que sur l'infrastructure. En fait, nous, on sait sauvegarder des données, enfin, nous, je parle industrie en général, on sait sauvegarder des données sous forme de volume, on sait qu'il y a de la donnée dans un répertoire, on la prend. Par contre, ça ne tient pas compte de l'état applicatif, ça veut dire qu'il y a peut-être des données qui doivent être lues dans un certain ordre, il y a peut-être de la cohérence à avoir avec du locking à certains endroits pour certaines lectures, pas pour d'autres. Donc toutes ces choses-là, en fait, elles sont pas aujourd'hui correctement gérées par la plupart des solutions de sauvegarde. Ça ne restaure pas non plus les erreurs logiques, ça ne restaure pas les erreurs de bugs qui auraient supprimé de la donnée. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça permet de réparer une infrastructure, mais pas de réparer la donnée qui va avec. La réparation de données, en général, c'est simplement, je prends la dernière version que j'avais, je la copie-colle et espérons que ça passe, quoi. Donc l'infrastructure, c'est bien du code, mais les données, beaucoup moins aujourd'hui. Donc le vrai problème, notre analyse, c'est que les backups, c'est un sujet qui n'a pas été tellement poussé depuis les années 80. On a une évolution qui se base sur la brique d'avant. Ça a été pensé pour des systèmes qui sont relativement statiques ou peu dynamiques. Donc il ne va pas y avoir des millions d'écritures avec du backup qui doit être en point in time vraiment à la seconde, sauf sur les applications de database qui sont vraiment spécifiques. On va avoir des solutions qui sont conçues pour des environnements précis. Donc par exemple des solutions qui vont faire du backup de file system, de S3, ce genre de choses, pas une solution générique qui va tout tacler. Quand c'est le cas, on tombe souvent dans les solutions qui sont commerciales parce qu'elles ont bien compris la problématique, c'est ça qui se vend. Le problème, c'est que qui dit commercial dit souvent format propriétaire, vendor lock-in. Si j'ai une solution propriétaire, la question c'est qu'est-ce qui se passe si le tarif monte? Est-ce que j'ai accès toujours à mes données ou pas? Si la boîte disparaît, qu'est-ce qui se passe avec ces choses-là? Donc souvent, il y a un peu ce split entre open source qui fournit, on va dire, une certaine assurance sur le futur, mais qui ne fournit pas exactement ce qu'on veut, et commercial qui fournit exactement ce qu'on veut, mais avec des contraintes qui ne sont pas toujours celles qu'on veut, quoi. Et c'est souvent davantage orienté stockage et pas restauration. Donc souvent, ce qu'on observe, c'est des gens qui vont se focaliser sur la partie backup et pas sur qu'est-ce qui se passe le jour où on a besoin de recover la backup. Donc c'est très bien d'avoir fait une backup en 2 minutes, d'avoir backupé tout un tas de trucs. Si la donnée n'est pas facilement accessible derrière, le backup ne sert pas à grand-chose. Et effectivement, c'est rarement dédupliqué efficacement. Donc on a souvent des déduplications qui sont de l'ordre de un fichier est exactement le même ou une ressource est exactement la même, on la déduplique. Il y a un changement, ça va dédupliquer, mais peut-être un peu moins bien. Si on a découpé par bloc et qu'on a inséré un octet à un endroit, on a perdu la déduplication, on va avoir ce genre de choses. Ou alors des choix qui doivent être faits, on déduplique, mais seulement si ce n'est pas chiffré. Du coup, on doit faire toujours un choix entre ces choses-là. Ça ne veut pas dire que toutes les solutions sont comme ça. Je parle d'une façon générale, on a toujours ces pratiques qui se posent. Il y a des solutions qui gèrent ça bien, mais avec d'autres inconvénients. Il y a des solutions qui gèrent ça pas bien, mais qui n'ont pas les mêmes inconvénients. Enfin, tout est un peu problématique. Et c'est la raison pour laquelle, de notre point de vue, il n'y a pas de standard qui a émergé. Aujourd'hui, si on demande à des personnes qu'est-ce qu'ils utilisent pour faire le backup de leur infra, on a plein de réponses différentes. Personne n'est d'accord sur pourquoi cette solution est meilleure qu'une autre. On n'a pas le même consensus qu'on pourrait avoir sur n'importe quelle autre techno de notre industrie. Tout le monde aujourd'hui pourrait dire Git, ça marche. On préfère peut-être autre chose, mais en tout cas, personne ne va dire que ça ne marche pas. La même chose pour les databases. Tout le monde va dire Postgres, ça marche. C'est peut-être pas ce qu'on préfère, mais ça marche. Aujourd'hui, sur les solutions de backup, on n'aura pas ça. Il y aura 20 solutions différentes, généralement parce qu'elles ne font pas 100% de ce qu'on voudrait, quoi. Donc le cloud, il a beaucoup évolué, mais les backups, de notre point de vue, beaucoup moins. On reste un petit peu sur des solutions qui font bien exactement ce qu'on veut et qu'on va essayer de bricoler autour. Donc ce qu'un backup cloud native devrait vouloir dire pour nous, c'est qu'il devrait être déclaratif et pas procédural. On ne devrait pas avoir des scripts qui nous décrivent ce qu'on veut faire, on devrait avoir une déclaration de ce qu'on veut à la fin. Et ce truc-là, c'est un état qu'on veut à la fin. Ça devrait être automatisable, donc pouvoir être intégré pleinement dans le tooling. En fait, on devrait pouvoir avoir nos backups dans notre CI si on veut, et que ce ne soit pas un bricolage, mais que ce soit vraiment le mode de fonctionnement natif.
Alors, moi, je mets immutable, mais en fait, c'est parce que c'est le terme qui parle le plus. Ce qu'on utiliserait, ce serait plus tamper-proof. En fait, on veut pouvoir détecter la moindre altération dans les backups. D'accord ? On veut que quand on backup quelque chose, on sache qu'il y a un bit qui a flippé, donc le backup n'est plus celui qu'on a fait. Il y a une détection de la corruption. Pour des raisons de corruption, pour des raisons d'attaque aussi. Il faut que ce soit testable, donc permettre aux gens de tester que leur backup fonctionne, parce qu'aujourd'hui, la réponse qu'on a souvent, c'est « Ouais, j'ai fait mon backup, je ne l'ai pas testé parce que c'est trop lourd ou trop compliqué, ou ça demande trop d'espace, ou ça prend trop de temps. » Donc, au final, le backup, le jour où il faut s'en servir, les gens sont un petit peu stressés, quoi. Ça doit être portable, dans le sens où, en gros, on ne se dit pas « c'est porté par un SaaS ou porté par un cloud », et en fait, ça ne bouge pas de celui-là, c'est une solution AWS, ou c'est une solution Scaleway, ou une solution OVH, uniquement. Il faut qu'en fait, on puisse faire le backup à un endroit et que ce soit transportable de façon native un peu partout. Et ça doit être chiffré de bout en bout parce qu'il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, avec toutes les attaques de ransomware et les backups sont une des premières cibles, il n'y a pas de raison qu'en fait, on rompe la chaîne de chiffrement. Il n'y a pas de raison que quand le backup quitte la machine qui effectue le backup, la clé soit disponible ailleurs. Ça permet aussi de se dire, moi, je trust un cloud provider public pour l'hébergement, mais pas pour pas aller zioter ce qu'il y a dans mes sauvegardes. D'accord ? Donc Placard, c'est quoi? C'est une solution open source de sauvegarde et de restauration. C'est un moteur de snapshot de données et de métadonnées. Donc on va sauvegarder un contexte applicatif plus les données. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire si je sauvegarde un PG, je veux stocker des informations sur quel était le PG que j'ai utilisé, dans quel contexte j'ai sauvegardé, est-ce qu'il y avait des locks, est-ce qu'il y avait besoin de faire certaines choses à certains endroits, est-ce que les données ont besoin d'être backupées d'une certaine façon ou pas. C'est un backup qui est conscient, on s'entend, mais conscient de la source de données qu'il est en train de backuper et qui sauvegarde des informations pour que quand on déterre cette sauvegarde dans 10 ans, on se rappelle c'était quelle version qu'on a utilisée et qu'on est capable de la reproduire. C'est conçu pour des environnements dynamiques et distribués. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait des backups suffisamment rapides pour pouvoir les intégrer de façon très fréquente, qu'on se dise en gros, je ne vais pas faire mon backup une fois par jour, je vais le faire une fois toutes les 10 minutes, une fois toutes les heures, que j'ai vraiment de multiples points de sauvegarde en ayant le minimum de coûts de stockage associés à ça, avec des primitives de synchronisation pour dire je ne veux pas mes sauvegardes à un seul endroit, je veux potentiellement les avoir chez AWS et Scaleway et OVH et Cloud Temple et un autre endroit, et que ce soit toujours la même façon de fonctionner. Je pousse un endroit, je synchronise sur les deux autres, j'ai la même chose, je peux tester tous les endroits et m'assurer que j'ai la même chose partout. Okay, et donc penser comme ça par design, penser cloud native, donc avec du déclaratif et du automatisable et tout ça, quoi. Alors Placard est conçu pour restaurer la donnée finement partout. Donc l'idée c'est pas de restaurer des gros backups. L'idée c'est de dire je sais que dans ce backup là j'ai ces données là et je vais pouvoir les pointer finement et aller récupérer exactement ce que je veux à la granularité que je veux. Ça peut être le truc en entier, ça peut être un répertoire, ça peut être un objet, ça peut être vraiment une metadata, un attribut extended. Voilà, vraiment avoir le niveau de détail le plus fin possible. Ça crée des snapshots immuables de données de différentes sources. Donc ça peut backuper du FS, ça peut backuper du S3, du GCP. On a fait des tests là avec un Docker, une image Docker ou un conteneur Docker, d'aller l'importer directement sans bricolage. On ne fait pas un export vers du file system et on récupère le file system. On le récupère directement avec les API natives. Ça fait la même chose en sortie, donc ça nous permet de backuper du S3 pour le restaurer sur du GCP, du Docker pour le restaurer sur du SFTP, donc ce genre de choses. Les données sont découpées, dédupliquées, compressées et chiffrées à la source, end-to-end, la clé ne quitte pas la machine. Chaque snapshot est auto-contenu, navigable et exportable, c'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe lequel des snapshots, il ne dépend pas des précédents, je peux effacer celui d'hier, celui d'aujourd'hui, il est toujours complet. Je peux naviguer dedans comme si c'était un file system. Le moins de répertoire, le moins de fichiers, je peux y accéder de façon très claire, avoir une preview de ce truc-là, me le streamer. Et je peux en générer une archive. Donc on a notre format qui s'appelle Pétard. Je suis très fier de ce format, qui est un format d'archive qui est dédupliqué, chiffré, compressé. Donc c'est un tar on stéroïdes. Voilà. Le stockage est interchangeable, donc on peut stocker ça à différents endroits. Donc de la même façon qu'on peut importer différentes sources, on peut décider que notre store, on le voudrait sur un serveur, un filer SFTP, et puis aussi sur un bucket S3, et puis aussi, mettons, sur un pétard. Ça peut être une des sources. Et on a accès à n'importe quelle donnée sans restauration du snapshot. Donc on peut aller vraiment zioter, vraiment streamer une portion du snapshot. Donc on restaure intégralement ou partiellement vers différentes cibles. Voilà. On a ce niveau de granularité. Donc je vous ai fait un schéma, je suis très bon en schéma comme vous pouvez voir, d'un exemple où en fait on backuperait un bucket S3 pour le restaurer sur un bucket S3 mais aussi un bucket GCP. Ça passe par Placard qui store vers un store S3 mais qui a une synchro vers un SFTP et une OCI registry. Tout ça pour nous c'est du one command en fait. C'est vraiment des choses qui se font de façon très simple. Je vais aller un peu plus vite, excusez-moi.
Résilience, c'est pas stocker plus, c'est restaurer mieux. L'idée étant que la restauration est ce qui nous intéresse le plus. Le backup, c'est mignon, mais la restauration, le backup qu'on ne restaure pas n'est pas très pertinent. Ça vous donne un exemple de à quoi ça ressemble chez nous, sur la version open source. 125 snapshots qui représenteraient 1,89 Tera, mais qui constituent en réalité 40 gigas de données dédupliquées. On les browse individuellement, on sait quand il y a des erreurs parce qu'elles sont recordées, on a un historique, et en fait, on peut avoir de la preview, aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur de façon vraiment pinpointée. Dernier point, pourquoi l'open source est clé? Transparence totale, auditabilité du code et des formats utilisés. Si demain notre boîte disparaît ou si on décide de faire des choses qui ne sont pas cool pour la communauté, le code source, la licence en fait permet à tout le monde de forker et le code source est disponible. Donc les gens juste tueront notre boîte, ça va être juste comme ça. Il n'y a pas de black box, donc vous pouvez tout inspecter, tout voir de toutes les décisions techniques. Il n'y a pas de vendor lock-in. Il y a une pérennité qui nous dépasse. Voilà. L'idée c'est que ces formats nous survivent en fait. Au final, tout redémarre, tout se redéploie, tout disparaît, sauf la donnée maillon le plus important et faible de l'infrastructure. La résilience, c'est préserver tout l'état, pas juste l'infra.